Ravi de pouvoir passer ce moment-là avec vous, un moment qui va être très sympa, avec un double objectif, à la fois arriver à vous captiver, mais aussi à vous réveiller. Donc j'espère que vous y êtes allé mollo sur le vin et tout ça, pour me donner du baume au cœur. Je me présente, je m'appelle Nicolas Capello, je suis cofondateur du cabinet Equileague, donc qui fait du conseil et de la réalisation, donc du développement. Je remercie également tous les sponsors qui ont permis de rendre cet événement possible. En tant qu'orateur, voilà, ça a été très très simple, facilitant, etc. Donc merci à vous encore. Et on va démarrer. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous dans l'avènement de l'IA. Je pense que c'est dans les lèvres de tout le monde. Ça va nous remplacer, iRobot et en avant. On parle beaucoup d'augmenter les êtres humains. On parle beaucoup d'augmenter drastiquement la productivité de ce qu'on est en train de faire. En gros, qu'on devienne un peu des machines, mais pour moi, il me semble que la véritable augmentation passe plutôt par le fait de changer un comportement ou un usage. Il ne vous viendrait jamais à l'idée d'aller au tableau, corriger cette équation mathématique, si vous n'y comprenez absolument rien. Donc, si tu ne comprends pas, tu ne fais pas. Donc l'enjeu de la session que nous avons aujourd'hui, c'est de vous aider et de vous donner des clés pour faire le lien entre la production, ce que vous faites au quotidien, ce que vous livrez, mais également si cette production sert à quelque chose. Est-ce qu'elle a un véritable impact? Ce matin, j'étais d'ailleurs à une des conférences autour du prétotypé et du prototypé. Et il y avait une donnée qui était sortie, qui était 6% des fonctionnalités sont réellement utilisées. Donc je vous laisse imaginer l'investissement jeté à la poubelle parce qu'on fait des choses magnifiques, super belles, mais qui servent à rien en fait. Je vais vous inviter tous à vous lever. Alors, dommage pour ceux qui sont assis, je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît. C'est le petit moment stretching. Je vais vous poser 4 questions d'affilée. À chacune des questions, si vous répondez par la négative, vous vous asseyez et vous ne vous relevez plus. D'accord? Et on va aller jusqu'au bout. La première question que j'ai à vous poser, c'est à chaque fois que vous livrez quelque chose, est-ce que vous savez vérifier la conformité de ce que vous avez livré avec les spécifications de départ? Ça fait un peu peur déjà. Deuxième question. Est-ce qu'à chaque fois que vous livrez quelque chose, vous savez répondre à chaque fois quel problème cela résout pour la personne qui va l'utiliser? Pas ce que fait la fonctionnalité pour elle, mais ce qu'elle résout comme problème pour elle. Si c'est des demi-oui, vous pouvez faire un squat. La troisième question. À chaque fois que vous livrez, est-ce que vous allez récupérer systématiquement de l'information et du feedback de vos utilisateurs, quelle que soit la forme? Et du coup, et j'ai une dernière question pour le coup, est-ce qu'à chaque fois que vous livrez, vous êtes en capacité de mesurer l'impact que ça a pour votre entreprise ou pour la vie de vos clients, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, de la rentabilité, etc. Et d'ailleurs, je pourrais même, moi aussi, m'asseoir. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, c'est des choses qu'on connaît tous. Si vous êtes ici, l'agilité, ça fait des années que vous le pratiquez, c'est pas nouveau, on le sait tous, ça. Mais en fait, c'est super compliqué. Et souvent, on a tendance à oublier ça quand on rentre dans notre quotidien, parce que la responsabilité est fragmentée. Bref, il y a pas mal d'éléments. Donc chercher à faire quelque chose d'utile pour quelqu'un qui est en bout de chaîne, c'est se poser la question du changement de comportement et du changement d'usage de cette personne, tout en répondant à ses aspirations premières. Donc, se poser la question de l'utilité, c'est derrière se poser la question du pourquoi. À qui je m'adresse? Est-ce que je sais mettre un visage dessus? Quel est le vrai problème qu'il est en train de rencontrer? Dans quelles conditions? Pour faire quoi? Donc, cette question, c'est quelque chose sur laquelle on va vraiment revenir régulièrement. Donc c'est ce qu'on voit ici entre la perceuse. Vous achetez pas une perceuse pour le plaisir d'avoir une perceuse et de faire des trous. C'est que derrière, vous voulez produire des étagères, faire des tabourets ou que sais-je. Donc c'est vers ça sur lequel on va essayer d'aller. Et je vais me permettre aussi de mettre le pied sur... vraiment, j'ai envoyé les 2 pieds dans 3 fausses croyances. Maintenant que ça fait... Vous êtes rompu à cet exercice agile, puisque ça fait maintenant 25 ans qu'on en parle. En fait, il suffit de faire la roadmap produit pour faire le bon produit.
Mais en fait, aujourd'hui, la roadmap, c'est un leurre. Elle donne l'illusion de contrôle, l'illusion de l'investissement qui est super bien fait, l'illusion de productivité. Wow, j'ai fait 152 points d'user story, wow, j'ai livré 18 fonctionnalités, wow, super. Le problème, c'est quand on commence à rentrer un peu dans le contenu de ce backlog, généralement, c'est des backlogs qui sont très gros. Certaines boîtes, ils ont 3 ans de backlog, même si c'est pas affiné, on est d'accord. 3 ans de backlog. Le marché, il a le temps de changer 22 fois, en fait. Donc, le problème de ces éléments-là, c'est que d'avoir trop de fonctionnalités, trop de choses à développer, de backlog beaucoup trop gros sans focus ou avec peu de focus, c'est qu'en fait, on va passer notre temps à faire des compromis en interne. Répondre à la demande du patron, répondre à une injonction du métier, etc. Et en voulant faire des compromis avec tout le monde, en fait, on perd la cohérence globale du produit. Et si on perd la cohérence globale du produit, le premier sacrifié sur cet hôtel-là, c'est le client. Et du coup, qu'est-ce qu'il fera? Il partira dépenser son argent ailleurs. Le deuxième élément qu'on voit très régulièrement aussi, c'est qu'on croit que faire un produit digital, le produit digital, c'est à lui seul l'expérience client. Là aussi, quand vous êtes un utilisateur, le point de vue de l'utilisateur, c'est que l'expérience qu'il est en train de vivre, il se fait avant l'acte d'achat, pendant l'acte d'achat et après l'acte d'achat. Et donc, du coup, l'utilisateur, la partie digitale, n'est qu'un bout de tout ce qu'il est en train de vivre. Je suppose que moi, vous avez vécu cette expérience, vous rentrez sur un site, vous achetez un super produit qui vous a convaincu, l'expérience sur le site est fabuleuse, ça répond à vos questions, et au moment où vous recevez la livraison, c'est la merde. Le colis est perdu, il arrive détérioré, vous appelez le service client, ça marche pas. Et en fait, ce que vous allez retenir, c'est pas la beauté du produit, ce que ça fait, etc. Ce que vous allez retenir, c'est l'expérience pourrie que vous avez vécue parce que c'est le dernier kilomètre. Et ça, il y en a partout, sur plein d'autres sujets. Je le vis encore, quasiment toutes les semaines. J'ai un super U chez moi, après de qui je vais toujours acheter des drives et de quoi manger. Chaque fois, l'expérience sur la partie digitale, elle me convient. Ça fonctionne. Mais chaque fois que j'arrive au drive, j'appuie, j'attends 10 minutes que la porte s'ouvre. Donc j'ai les temps de monter en pression gentiment. Et ensuite, quand la personne m'ouvre, elle tire une tête de 6 pieds de long, elle est extrêmement désagréable. Donc à chaque fois, mon expérience au Super U est une gageure. Donc, considérer l'expérience client, ce n'est pas se limiter à ce que fait le produit digital, mais c'est de considérer l'ensemble des points d'interaction qu'il va y avoir entre le produit et le reste de l'écosystème. Et enfin, et je pense que peut-être c'est celui-là mon préféré, c'est que super, on fait de l'agile, donc si on fait de l'agile, on va forcément faire un super produit, super vite et super qualitatif. Alors, à la base, oui. L'agile a permis d'adapter les capacités. L'agile a permis de donner plus de transparence. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'on s'est, depuis 25 ans, on s'est vraiment éloigné de la pensée initiale des fondateurs. En fait, on a créé une machine infernale avec l'agile. On a créé une machine à fragmenter les responsabilités, à favoriser le respect du processus au détriment de l'impact utilisateur. D'ailleurs, on ne vous en voudra jamais. Si vous avez fait vos rituels ou tout ça, que vous avez livré un truc, mais que ça ne sert à rien, bon, ouais, vous avez fait vos user stories, vous avez été prévisible, la qualité est là, super. Mais pour le client, ça ne change rien. Et pour l'entreprise, elle perd de l'argent. D'ailleurs, ça m'amène une question sur ces aspects-là. Est-ce que vous savez dire, vous, dans chacun de vos contextes, qui est le CEO de votre produit? C'est-à-dire celui qui a la vision, qui est capable de vous la communiquer clairement. Celui qui est responsable du PNL, c'est-à-dire il sait exactement ce qui est en train de rentrer dans le produit, combien ça coûte, s'il gagne de l'argent, s'il en perd. Et quelqu'un qui va prioriser systématiquement l'expérience que vivent vos clients, parce que c'est à ça que servent vos services, pas pour vous faire plaisir, et de prioriser cette expérience en considération et surtout au-delà de toute autre chose. Et c'est celui aussi qui va s'assurer de la cohérence entre les besoins techniques, les besoins business, les besoins d'expérience et les besoins de conception technique. Est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre environnement une personne qui résume tout ça? Non. Donc comme cette responsabilité elle est fragmentée, personne n'est responsable sur ce qu'on est en train de faire. Si personne n'est responsable sur ce qu'on est en train de faire, comment vous voulez que votre produit, vous maximisiez vos chances que ça fonctionne? Et j'aime beaucoup cette citation de Sam Walton, le fondateur de Walmart, c'est que comme on a souvent tendance à oublier qu'on a quand même quelqu'un en bout de chaîne, ce qu'on oublie aussi, c'est que le client, c'est notre patron, et que du jour au lendemain, il peut tous nous virer, du méga patron jusqu'à l'employé, tout simplement parce qu'il part dépasser son argent ailleurs. Et ça, c'est aussi bien de se reposer ce type de questions quand on est dans le quotidien. Pour parler justement d'impact, on va discuter autour de 3 sujets. Le premier, la question d'alignement, du pourquoi. Pareil que vous connaissez, et je vous donnerai quelques clés là-dessus. On va avoir la notion de quantifier l'impact. C'est bien joli de vouloir un certain nombre de choses, mais si on est incapable de dire
Comment est-ce qu'on verra que cet impact a effectivement eu lieu dans le monde réel? Ben, en fait, c'est comme si on faisait une incantation vaudou. Hein. Et le troisième, aller sur le terrain. Parce que de toute façon, l'œil de vérité, il n'est que là. Il n'est pas dans les fichiers Excel, il n'est pas dans ce que pense le management. L'œil de vérité, la décision absolue, le coup près, ce sont vos clients qui vous le donnent. Vous avez tous sûrement vu la vidéo de Simon Sinek avec le Start with Why. Il en a fait plusieurs. Et il y a un élément qu'il avait sorti qui m'avait marqué et qui est resté ancré en moi, c'est qu'il parlait de mariage. Alors, je ne suis pas là pour vous faire l'apologie du mariage. Hein. Il disait, le mariage, c'est pas uniquement un grand événement en fanfare. Avec les potes, on rigole, c'est super cool, la famille, les amis. Le mariage, c'est surtout un engagement de donner des preuves d'amour tout au long de la vie de couple. Et par des choses simples, régulières, tout le temps, sans arrêt. Ben, l'alignement, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on a fait un kick-off de 2 jours en début d'année, ah, c'est bon, pour les 6 prochains mois, on est prêt, on est aligné, et on considère qu'on sera toujours aligné. Non, l'alignement, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on est biaisé par notre façon de voir le monde, on ne vit pas les mêmes contextes, on n'a pas les mêmes objectifs. Et donc cet alignement, il devient perpétuel pour éviter d'envoyer les forces vives dans plein de directions différentes et donc justement fragmenter encore plus cette responsabilité. La première clé que je voulais vous donner, c'est ce qu'on appelle les jobs to be done. Alors un job, c'est vraiment un objectif donné à atteindre dans un contexte spécifique et qui est souvent chargé d'émotions, d'enjeux sociaux et d'enjeux pratiques. Le client, techniquement, il s'en fout d'acheter votre produit. Lui, ce qu'il cherche, c'est embaucher votre produit ou votre service pour réaliser son propre objectif personnel. Donc, il faut regarder le service comme une sorte de candidat. Votre client, c'est le recruteur. Et il va chercher le meilleur candidat, c'est-à-dire votre service, pour accomplir quelque chose qui est très important pour lui. Et donc, pour comprendre ce que font les clients, ben en fait, il faut déjà commencer par comprendre quel est leur problème. Et là, quand on dit ça, c'est le mot qu'on connaît tous, on sait exactement. Mais en fait, la seule manière de le savoir, c'est d'aller sur le terrain. Combien de fois, en tant que PO, PM, développeur, X, ce que vous voulez, combien de fois vous allez par semaine, par mois, voir ce qui se passe sur le terrain? Combien de fois vous allez réellement confronter vos idées avec ce qui est en train de se passer dans la vraie vie? Donc, plus le problème, plus vous allez sur le terrain, plus vous allez comprendre ce qui se passe au niveau de vos utilisateurs, et plus le problème est répandu, plus il est douloureux, plus vous avez des chances de créer un produit qui aura de l'impact. Le deuxième aspect, c'est que les jobs to be done sont centrés sur quelque chose d'extrêmement important, c'est le progrès. Et comme j'évoquais précédemment, le progrès, il peut être d'ordre fonctionnel. Je veux me simplifier la vie, je veux moins de complexité, je veux que ce soit plus rapide, je veux que ce soit plus efficace. Il peut être d'ordre social. Ben, j'ai besoin de paraître comme un manager éclairé, j'ai besoin qu'on me fasse confiance, la vision que le monde va me porter sur moi. Et le dernier aspect, c'est l'enjeu émotionnel. J'ai besoin de ressentir de la joie, j'ai besoin de ressentir de l'écoute, etc. Et chaque fois qu'on va accomplir quelque chose et utiliser un service, en toile de fond, c'est ces 3 questions qui vont rentrer dans l'équation. Donc un job to be done, compose de 3 parties. La première partie, c'est vraiment le contexte d'utilisation. La personne qui utilise votre service là maintenant, dans quel contexte elle est? Dans quel état émotionnel elle est? Qu'est-ce qu'elle va essayer de déclencher maintenant et pourquoi? Le deuxième, c'est quel progrès elle recherche. Qu'est-ce qu'elle cherche à accomplir en utilisant ce service? N'oubliez pas, ce service, c'est quelque chose que la personne a embauché pour faire quelque chose d'important pour elle. Donc qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Qu'est-ce que ça changerait pour elle si elle réussissait à tenir son job, en fait? Et enfin, derrière, c'est l'ensemble des emmerdements que la personne va rencontrer tout au long de son parcours et qui vont l'empêcher d'atteindre son objectif. Et plus important encore, quels sont les bricolages ou les alternatives techniques, fonctionnelles qu'elle va, elle, mettre en place pour pouvoir y arriver. Et tout l'enjeu à cet endroit-là, c'est de se dire comment est-ce que je peux lui simplifier cette action? Comment je peux l'aider à y arriver? Et je vais vous prendre un exemple concret qui est le fameux milkshake de Christensen. D'accord? Christensen, qui était donc le professeur d'Harvard qui a théorisé les jobs to be done dans les années 90.
et qui à un moment donné a été sollicité par une agence aux États-Unis qui avait plusieurs points de vente et qui fabriquait des milkshakes, parmi plein d'autres choses. Bien évidemment, cette entreprise, comme beaucoup d'autres, avait fait beaucoup d'études sur les goûts, les tests utilisateurs, il y avait une variété de goûts incroyable, etc. Mais malgré tout ça, les ventes n'étaient pas au niveau d'espérance et au niveau de hauteur que pouvait rechercher l'entreprise. Donc ils ont visité à peu près 30 points de vente aux États-Unis, dans différents États. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que déjà, il y avait un horaire spécifique sur lequel les gens venaient. 90% du trafic pour les gens qui venaient acheter des milkshakes se faisait entre 6h du matin et 9h du matin. La plupart des gens qui venaient étaient des gens habillés en costume pour aller au boulot. Et quand ils ont commencé à les questionner, bon, pourquoi vous venez acheter ça et pas autre chose, etc., ce qu'ils ont dit, c'est que le problème, c'est qu'on a beaucoup de routes pour arriver au boulot, on n'a pas souvent le temps de manger le matin à la maison, et donc du coup, notre objectif à nous, c'est d'arriver au travail en ayant enlevé la sensation de satiété. Mais quelles étaient leurs alternatives? En fait, ils achetaient quoi? Des bons trucs de ricain, hein, des bagels, des beignets, des trucs bien fat. Mais quand ils faisaient tout ça, ils en mettaient plein les doigts, ils se renversaient des trucs dessus, ils salissaient le volant. Quand ils avaient des gobelets, ils n'étaient pas adaptés aux porte-gobelets, donc quand ils le mettaient, ils se renversaient le truc dessus, ils pouvaient avoir un accident. Donc du coup, quand ils ont découvert ça, ben en fait, plutôt que de se concentrer sur la création de nouveaux goûts ésotériques, en espérant que peut-être les gens apprécieraient, ils se sont posé la question sur deux aspects. Le design du gobelet. Est-ce que celui-ci tient bien en main? Et si je le mets dans le porte-gobelet, est-ce qu'il va bien tenir? Est-ce que je ne vais pas me le renverser et arriver tout pourri au boulot? Et le deuxième aspect, et le plus important, c'est comment je vais améliorer la densité de mon milkshake. Parce que l'objectif premier de ces gens-là, qui généraient 80% du trafic et des achats de milkshakes, c'était des gens qui voulaient arriver au boulot en ayant plus faim. Donc une simple problématique qui était de dire plus je vais donner une variété de goûts, plus je vais en vendre, on a bougé à j'ai fait évoluer la position et la forme du gobelet, et dans un deuxième temps, j'ai mis quelque chose de beaucoup plus dense pour que ça puisse poser. Et ça, en fait, vous savez déjà le faire. Mais on l'oublie. Combien de fois vous allez sur le terrain pour observer? Mais je ne vous parle pas uniquement des PO, des PM ou des UX qui peuvent avoir ça en train de vie, je dirais plutôt récurrent, une hygiène de vie. Mais même vous, en tant que tech, en fait, comment vous allez vérifier ça? Comment est-ce que l'information transite dans l'intégralité de l'équipe pour savoir ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'on prend régulièrement du temps pour discuter avec les utilisateurs? Alors dans l'Agile, on a les démos. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a beaucoup de démos que je vois, le client, il n'est pas là, quoi. J'ai un référent, ou j'ai un donneur d'ordre du métier, dans le meilleur des cas. C'est quand même con. On fait tout ça pour déminer des choses, et en fait, on ne l'utilise pas. Et l'analyse des parcours de décision. Et là, on fait plus référence à de l'analytique, ce genre de choses, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé tout au long du parcours utilisateur, où est-ce que ça générait de l'intérêt, où est-ce qu'ils sont sortis du process, pour quelles raisons. Donc ça, c'est des choses en fait que vous faites déjà. Mais par contre, ils nécessitent d'être partagés, challengés et surtout rediffusés régulièrement. N'oublions pas la notion d'alignement, partout, tout le temps, pas au début et à la fin. La deuxième clé que je souhaitais vous partager, c'est ce qu'on appelle le Value Proposition Canvas, qui là aussi se positionne d'un point de vue purement utilisateur. La première chose qu'on va essayer de comprendre, c'est les aspirations. C'est étonnant, c'est que ça ressemble un peu à ce qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce que cherchent à faire les clients? Quels sont les objectifs dans leur vie? Là, par rapport à la situation qu'ils vivent maintenant, qu'est-ce qui est important pour eux et pourquoi? Et ils vont avoir un certain nombre de choses qui vont se produire. Les bénéfices, les gains. En gros, chaque fois qu'ils vont se rapprocher, même un petit peu, de ces aspirations, qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils voient? Quels sont les gains qu'ils obtiennent? Pour quelles raisons? Mais également tous les emmerdements qui vont avec. Chaque fois qu'ils galèrent pour le faire, chaque fois qu'ils s'en éloignent, en fait, ça génère des problèmes. Et ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est qu'en fait, on peut le prioriser. Donc les aspirations peuvent être importantes, insignifiantes, les gravités aiguës, bénin, et la pertinence des bénéfices, elle peut être essentielle comme un nice to have. Et donc tout l'enjeu à chaque fois, quand on avance, c'est là-haut qu'on doit être. Et est-ce qu'on a le moyen de le vérifier à chaque fois? Et même si on ne le sait pas, quels sont les tests que l'on va mener sur le terrain qui va pouvoir nous donner de la data le plus vite possible et qui va nous permettre de confirmer ou d'infirmer notre hypothèse?
Parce qu'on n'est pas omniscient. Hein. Si on était omniscient, on ne ferait pas d'agile. Hein. Un bon vieux cycle en V des familles, avec une bonne qualité, et job done. Hein. Et donc votre produit, il va répondre à tout ou partie. C'est-à-dire, il peut générer des gains pour vous, il peut enlever des douleurs pour votre client, mais il peut aussi répondre à des aspirations premières. Plus vous allez toucher de familles ici, plus vous multipliez vos chances d'avoir un produit qui fasse mouche auprès de vos utilisateurs. Et tout ça doit être appuyé par de la data, pas du gut smell. Hein. Je ne sais pas si vous avez vécu ça aussi, vous faites des tests utilisateurs dans vos entreprises et souvent, ou quelquefois, les ventes qui en découlent, même si les tests ont été enthousiastes, les ventes sont assez décentes, ou pas au niveau qu'on imaginait. Dans beaucoup de cas, la raison principale est due au fait que l'acte d'achat ou de passage à l'acte de la part de la personne n'est jamais purement motivé à 100% par la raison. Elle est motivée par le contexte dans lequel la personne effectue cette action. Elle est liée également par son expérience passée, ce qu'elle a vécu, ses propres biais, et donc plus globalement, elle est influencée par les émotions que va vivre la personne à ce moment-là. Si je vous prends un cas que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, j'ai eu un dégât des eaux chez moi. J'arrive à la maison, le plafond est en train de couler de partout. Là, quand on a besoin d'avoir une action à ce moment-là, vaut mieux que le parcours soit nickel. Hein. Vaut mieux savoir qui appeler, vaut mieux qu'au téléphone ça se passe super vite, etc. Alors que si j'avais eu juste une application qui déconne et qui n'est pas très importante pour moi, ben mon émotion et le contexte précis auraient eu qu'une influence très limitée. Donc la connaissance du contexte et des émotions est quelque chose d'extrêmement important. Donc quand on conçoit notre produit, on va concevoir à la fois les performances fonctionnelles du produit, et c'est ce qu'on fait au quotidien, mais il faut aussi se poser la question du niveau d'émotion que je vais essayer de créer auprès de l'utilisateur. Et la seule manière de créer une émotion auprès de l'utilisateur, c'est de comprendre quel problème on doit lui enlever. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'on change pour lui dans sa vie, si on ne sait pas répondre quel problème on enlève ou quel gain on crée, il est quasiment illusoire de croire qu'on va pouvoir créer une émotion chez lui. Si on ne crée pas d'émotion, ben vous avez une chance que quelqu'un le fasse à votre place, le fasse mieux, et prenne une part de marché à votre place. Donc quand on va utiliser ce framework-là, et je l'utilise dans beaucoup de contextes, c'est se poser la question de ce que voit l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il voit là maintenant, pendant qu'il est en train de faire son action ? Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Quelles sont les douleurs qu'ils ont? Et quelque chose qui est très souvent sous-estimé, ce sont les supports clients. Souvent considérés comme une activité un peu dégradante. Oh, on va corriger du bug. Oh, putain, c'est à cause de Roger qui a développé ça avec les pieds. Putain, ça déconne. Ouais. Mais en fait, le support, c'est aujourd'hui une mine d'or que vous avez à votre disposition parce que c'est le moment où le client vous appelle à l'aide et vous dit « Je suis prêt à vous faire venir chez moi, vous expliquer pourquoi je ne suis pas content et donc vous inviter à comprendre comment moi je vois le monde. » Donc tous ces éléments-là ne doivent pas être sous-traités, ne doivent pas être envoyés à d'autres équipes. Ça doit être l'équipe même qui réalise le produit, d'aller creuser et de comprendre pourquoi dans ce contexte-là, la personne a vécu quelque chose qui n'était pas conforme à ce qu'elle avait imaginé. L'analyse des plaintes clients. Le deuxième sujet, on en parlait tout à l'heure, qui était la quantification des impacts. C'est bien joli de vouloir faire plein de choses, mais si on ne sait pas dire avec exactitude comment est-ce qu'on verra que notre monde a changé et qu'il est bénéfique pour nous, en fait, ça ne sert à rien. Donc, pas d'impact, pas de dev. Je sais que c'est difficile à tenir dans les organisations, hein, parce qu'il y a la culture, il y a le management, il y a le poids des engagements, il y a tout ça. Mais se poser la question et venir challenger régulièrement le métier sur « Ok, mais explique-moi, prouve-moi pourquoi, en faisant ça, on va changer quelque chose. Quelle est la donnée que tu me montres ? Comment je vais pouvoir vérifier ton hypothèse ou pas ?» Donc on va définir des objectifs, ça vous le connaissez, on va les prioriser, vous le connaissez aussi, et surtout on va les mesurer. Ça, la partie mesure, généralement, on a tendance à l'oublier. Hein. On priorise, on fait des belles incantations, mais la manière de mesurer est différente. J'attire l'attention aussi sur la manière parce que quand on va mesurer quelque chose, souvent dans les grosses organisations, on se remarque qu'il y a une façon très différente en fonction des BU, des départements, de calculer ce succès. Et quand on n'est pas complètement aux objectifs, ben on fait évoluer le calcul. C'est comme nos hommes politiques. Hein. Oui, là je prends les données de l'INSEE, là je prends les données de Roger, là je prends les données de la Cour des comptes, enfin, ce qui vous arrange. Donc, ce qui est intéressant de regarder sur la partie mesure, c'est comment vous vous alignez entre vous sur la manière unique et uniforme de vérifier que vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Et je vais vous parler d'OKR. Pareil, ça c'est quelque chose que vous connaissez, mais il y a
un élément particulier sur lequel je voudrais m'attarder un petit peu. Premier, c'est que l'objectif, on est tous conscients de ce que c'est. C'est ce qui va correspondre à la santé financière de la boîte. Je fais plus de ventes, plus de marge, je recrute plus, j'ai plus de clients. Bref, c'est le truc visible qui permet à toute entreprise dans le monde de tourner, de payer des salaires et de grossir. Les outputs, on connaît tous super bien aussi. C'est tout ce que je fais en termes de production, visible ou intangible via du logiciel, qui va être fourni à l'extérieur auprès d'utilisateurs finaux. Et généralement, là où il y a un couac, c'est au milieu, sur les résultats clés, les key results. Parce que souvent, on a tendance à croire que le key result, c'est une déclinaison de ces objectifs. Bon, les amis, on doit faire 15% de vente en plus. Bon, toi, BU numéro 1, tu me feras plus 2%. Toi, plus 3. En fait, c'est la foire à la saucisse, quoi. Donc, ce qui est important de comprendre sur les key results, c'est que ce n'est pas une déclinaison des objectifs, c'est quel est le niveau de changement de comportement que vous voulez observer chez vos utilisateurs. Donc votre client, il est là. Et ça, vous le savez comment? Vous avez un outil que vous utilisez tout le temps aussi. Là, Customer Journey, qu'est-ce que vit votre utilisateur avec vous? Quel point d'interaction il a avec l'entreprise? Il y en a plein d'autres, mais celui-là fonctionne déjà bien. Qu'est-ce qu'il vit? Et surtout, dans l'ensemble du parcours que vous allez construire avec votre utilisateur, à quel moment il y a des comportements que vous voulez amplifier? Parce qu'ils sont bons pour l'entreprise, bons pour les résultats, bons pour tout un tas d'éléments, mais également quels sont les autres comportements que vous voulez tuer définitivement. Par exemple, quelqu'un qui est sur un parcours, qui veut faire un acte d'achat, il met le truc dans le panier, il n'achète jamais. Pourquoi il n'a pas acheté? Donc ça, c'est changer ce comportement à cet endroit-là, ou voire alors en supprimer. Je vais prendre un exemple concret que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Un dirigeant demande, en fait, il faut qu'on réduise les coûts de 15% du support. Ah ouais, c'est ça le support. Hein. Au moment où les clients nous parlent, mais bon, si on pouvait éviter de les écouter, mais on veut le réduire quand même. On pourrait se dire, le qui résulte, en fait, vous, département, support ou telle équipe, vous allez me contribuer à hauteur de 3%. Et c'est pas ça le deal. Le deal, c'est se poser la question de quel comportement client j'ai envie de changer qui viendrait contribuer potentiellement à la baisse du coût du service support. Et là, le changement qu'on peut essayer d'observer, c'est de se dire, si les gens appellent moins le service support, j'ai peut-être pas besoin d'en avoir autant. C'est une hypothèse, parmi tant d'autres. Et là-dessus, on se dire, en fait, quelles opportunités s'offrent à nous? On peut peut-être améliorer la fluidité et la facilité d'utilisation de l'application. On peut faire plein d'autres choses. Et ensuite, tout ce qui arrive derrière, c'est votre tambouille interne que vous faites déjà depuis très longtemps. Mais le cheminement que vous allez mener vous permet à chaque fois de vous raccrocher. Je suis en train de faire telle story, j'ai livré telle fonctionnalité, mais parce que mon objectif, c'est d'améliorer l'utilisation de ces fonctionnalités pour que derrière, les gens appellent moins le service support, et donc en appelant moins le service support, je devrais pouvoir observer sur un laps de temps donné un impact sur les coûts de mon service support. Et l'avantage des OKR, à la différence d'un KPI, c'est que ce n'est pas un indicateur sanction. Ce qui est important d'observer, c'est la progression vers l'atteinte de cet objectif. C'est ça qui est important. Parce que le KPI, vous y êtes pas. Et tant que vous n'y êtes pas, vous êtes dans le rouge. Et s'il se passe 6 mois pour que vous y soyez, en fait, à chaque livraison, c'est compliqué. Alors que si à chaque livraison, on montre qu'on a amélioré même de 1%, de 2%, ou d'un tout petit peu plus, le message renvoyé à la direction générale et au management n'est plus du tout le même. On parle aussi souvent de la priorisation de la méthode RICE. Je pense que vous connaissez tous aussi. Donc le reach, le nombre de personnes que je vais pouvoir toucher, l'effort, le nombre d'équipes, de développeurs, de TP que je vais mettre pour y arriver, de PO, de PM, tout ça. L'impact, est-ce que ça a un impact plus ou moins fort pour l'entreprise, et le taux de confiance. Et je reviendrai juste après sur le taux de confiance. Et ce qu'on voit apparaître de plus en plus dans les entreprises, c'est la méthode Brice. Le business. Parce qu'on peut faire quelque chose de super impactant, qui touche super beaucoup de monde, mais qui ne correspond pas à la stratégie de l'entreprise. Et notamment sur la keynote de ce matin, on parlait de vision, c'est un peu le même sujet. C'est que on peut essayer d'atteindre quelque chose, mais si ça ne correspond pas à la vision, si ça ne correspond pas à la volonté du business, en fait, vous allez cramer plein d'efforts à faire quelque chose de super impactant dans l'endroit qui n'est pas celui visé par l'entreprise. C'est dommage. Sur cette notion de confiance, c'est là où je vois le truc le plus, beaucoup de trucs très ésotériques quand on s'agit de faire le calcul, et je souhaitais vous partager cette roue-là. Dans beaucoup de cas, je me retrouve à peu près jusqu'à ce niveau grand maximum.
Parce que avoir de la data, c'est pas quelque chose qui est foncièrement énormément déployé. Des boîtes sont très à la pointe du sujet, mais souvent récupérer de la donnée, c'est pas si simple. Donc, à partir du moment où on est en dessous du 1, c'est que globalement, on est dans l'effet HIPPO. HIPPO, le highest paid person opinion. Donc en gros, celui qui a le plus gros salaire, c'est lui qui décide. Et à chaque fois que vous êtes là-dedans, vous multipliez les chances de faire une bouse. À chaque fois. Donc, et pour faire évoluer les organisations là-dessus, là où vous, potentiellement au niveau des équipes, c'est que vous pouvez montrer du résultat. Vous pouvez montrer des datas. Vous pouvez montrer, par exemple, on vous a mis la tête au carré pour livrer ces 10 fonctionnalités dans le temps imparti, et vous savez mesurer qu'au cours des 5 mois qui ont suivi, la fonctionnalité a été appelée 4 fois. Et quand vous revenez voir les métiers en disant « Ouais, super Roger, tu as fait du super boulot », bon, en fait, tout le monde s'en battait les couilles, et que vous montrez 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois, au bout d'un moment, le problème remonte côté métier. Il n'est plus chez vous. Hein. Alors, bien évidemment, il faut avoir les fesses propres aussi. Il faut livrer du code de qualité, parce que si le truc est truffé de bugs, généralement, vous serez inaudible. Autre élément qui a été poussé par une société qui s'appelle Basecamp, qui est un éditeur de logiciels. Ils ont une approche de l'investissement qui est radicalement différente de ce qu'on peut voir dans d'autres boîtes. Et ça, c'est quelque chose qui est énormément documenté, qui est accessible. C'est ce qu'on appelle la shape-up. Et en fait, comment il fonctionne, c'est qu'il ne fonctionne pas avec des backlogs déjà, pour commencer. Ils n'ont pas de backlog. La direction générale crante un certain nombre de directions à long terme, mais ne sait pas comment elle va faire pour y arriver. Par contre, ce sont l'ensemble des salariés qui vont former des équipes autonomes et qui vont proposer ce qu'on appelle des pitchs. C'est-à-dire que l'entreprise fonctionne avec des cycles de 6 semaines, et toutes les 6 semaines, n'importe qui est apte à venir proposer un sujet. Mais pas juste, bon, j'imagine faire la fonctionnalité ABCD, c'est méga génial. Non, elle doit se mettre dans la position d'être un vendeur et de parler aux investisseurs de l'entreprise, leur chef. Et donc, à chaque fois qu'ils poussent une idée de groupement de fonctionnalités ou autre pour les prochains cycles de 6 semaines, elles doivent préparer ce qu'on appelle un pitch. Et dans le pitch, on retrouve quoi? Ben, quel problème je résous pour mon client? Si je ne sais pas répondre à cette question, autant vous dire que le pitch, il va faire un gros plouf et jamais il sera priorisé. Ce pitch-là, il définit un périmètre. Si je résous ce problème, mes frontières du problème, c'est ça. Je fais ça, mais je ne fais pas ça. Et l'appétit, c'est le niveau d'envie que le management va vouloir mettre à la lecture de ce pitch. Et donc, quand tous les pitchs sont effectués, tous les appétits effectués, l'entreprise a classé l'intégralité des projets éligibles à un cycle de développement sur les 6 prochaines semaines. Et ce qui est pour moi très intéressant avec cette méthode, même si on ne cherche pas à l'appliquer de bout en bout, c'est de partir de ce principe du pitch. Ce que vous êtes en train de faire sur les 4 prochaines itérations, sur votre MVP, peu importe, quel problème vous essayez de résoudre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changera pour l'utilisateur qui est en bout de chaîne? Si vous ne savez pas répondre, c'est comme si vous mettez un coup d'épée dans une mare en essayant d'attraper un requin. Oui, vous jouez à la roulette russe en fait. C'est jouable, il n'y a pas de sujet, mais il faut être conscient que l'investissement que l'entreprise va faire, ben en fait, le retour qu'elle peut avoir, c'est-à-dire avoir plus de clients de vente ou quoi que ce soit, ben en fait, c'est assez limité, ou tout du moins, elle navigue à vue. Et si vous êtes dans une entreprise où il y a beaucoup d'actionnaires ou des investissements qui sont assez importants ou conditionnés à ça, je vous imagine le degré de pression que eux doivent vivre en haut, parce qu'en fait, ils sont incapables de savoir si ça va marcher ou pas. Et comme on en parlait tout à l'heure, pour pouvoir faire tout ça, il faut aller sur le terrain. La donnée. Vous n'avez pas le choix. La donnée, la donnée, la donnée, la donnée, la donnée. Donc, tester. Et on n'a aucune certitude de toute façon sur ce qu'on est en train de faire. Le marché bouge à une vitesse folle. Il y a plein de choses, on a plein de bonnes idées, mais la seule manière de savoir si on est dans le vrai ou pas, c'est d'avoir de la donnée qui vient corroborer ou non nos hypothèses. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois qu'on ne la corrobore pas, on est capable de couper l'investissement. Et donc, au lieu d'avoir cramé 1 million d'euros à faire un truc qui sert à rien, on a peut-être perdu 100. Mais je préfère perdre 100 que perdre 1 million. Mais dans certaines cultures, c'est compliqué. Quelque chose que je voulais vous proposer, que vous connaissez probablement aussi, c'est différentes approches lean autour du Kaizen.
c'est d'aller essayer de comprendre vraiment le pourquoi des choses. Chaque fois que vous avez une problématique, chaque fois qu'une donnée ne correspond pas à ce que vous imaginez, chaque fois que quelqu'un vous appelle pour vous dire qu'il est insatisfait de ce qu'il est en train de vivre avec votre service ou votre produit, pourquoi est-ce qu'il ressent ça? Et à chaque réponse, pourquoi est-ce que tu me sors tel niveau de réponse? Et donc l'enjeu, c'est de remonter aux causes qui animent le mouvement d'une personne. Et ça, cet exercice, il est particulièrement compliqué à mettre en œuvre parce que à partir du moment où on descend dans les couches, en fait, on a peur pour soi. Et si c'est moi qui avais fait de la merde? Et si c'est moi qui avais raté la compréhension du besoin? Et si c'est moi qui avais fait la mauvaise hypothèse? Et là, c'est là où la culture d'entreprise va rentrer dans l'équation. Si le fait de faire une erreur est toléré, descendre dans ces méandres-là, ça va être quelque chose de génial. Si l'erreur n'est pas tolérée, cet exercice va s'arrêter assez haut, et en fait, on n'aura pas les véritables causes. Donc en fait, on va mettre un pansement sur une jambe de bois. Alors certes, ça va rassurer tout le monde, parce qu'on a des KPI, on a des indicateurs, on a des plans d'action, wow, c'est cool. Mais en fait, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Souvent, dans les rétros, quand j'accompagne des équipes, les rétros sont géniales. Hein. C'est aussi ludique que farfelu. C'est très très motivant. On se lève, on jette des post-it, des frisbees, des trucs, on marche. Ouais, c'est cool. Ouais. Mais quel problème on avait dit la semaine dernière et qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Ah ben peu. Ah mais le problème qu'on a eu la semaine dernière, ben en fait c'est un problème qu'on va probablement quasiment jamais avoir par le futur, mais on veut cramer du temps pour comprendre pourquoi. Mais pourquoi tu vas cramer du temps si tu sais que la probabilité d'occurrence du problème, elle n'est pas là? Et surtout, à chaque fois que vous avez fait vos rétrospectives, que vous avez appris quelque chose, est-ce que ça vient mettre à jour les standards de production de l'équipe? Est-ce que quelqu'un qui rentre dans l'équipe 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, 6 mois plus tard, est-ce qu'elle est capable de voir, de comprendre quels sont les us et coutumes de l'équipe pour qu'elle ne refasse pas les mêmes erreurs du passé? Donc on est revenu appliquer, dans des mots très réguliers, une mécanique, un jeu de danse, on répète. Mais est-ce que ça sort quelque chose à la fin? C'est vraiment ça qu'il faut les questionner. Et le dernier aspect que je voulais discuter avec vous, justement, sur cette notion de test, c'est que souvent dans les entreprises, décrocher un budget, c'est long. C'est difficile. Et quand on a obtenu ce budget, ben, le problème, c'est que si on ne le consomme pas jusqu'au bout, l'année prochaine, oui. Donc en fait, on a l'obligation d'aller le cramer. Mais c'est dommage parce que on va tester dans un seul et même processus plusieurs idées. Parce que votre projet, vous ne l'avez pas demandé pour un petit bout, vous l'avez demandé pour réaliser un certain nombre de choses. Donc vous allez faire rentrer dans une seule et même processus plusieurs idées que vous allez devoir tester en même temps et aller jusqu'au bout du process. Et donc on ne verra la réalité de ce processus qu'à la fin. Si votre processus dure 2 mois, 3 mois, ça va. Si votre processus dure 6 mois, 7 mois, 8 mois, ben, l'investissement n'est pas le même. Donc l'idée, plutôt que de fonctionner sous un format d'unique processus où en fait une fois qu'on est rentré, il faut qu'on consomme tout jusqu'au bout, est-ce qu'on peut fonctionner en mode entonnoir? C'est-à-dire pour chaque idée que je veux tester, déjà, la première chose que je fais, c'est que je n'en teste qu'une seule. Parmi toutes les hypothèses que j'ai, laquelle est la plus structurante et peut potentiellement conditionner la suite de ce que je suis en train de faire. Et pour chaque hypothèse que je dois tester, quelles sont les 7 idées, et ce chiffre n'est pas du hasard, quelles sont les 7 idées le plus simple possible, le plus rapide possible et le moins cher possible, ce que je peux mettre en place pour vérifier ou non la véracité de mon hypothèse. Et là, vous avez plein de choses à votre main aussi. Vous avez des protos, vous avez la possibilité de montrer des maquettes, vous avez la possibilité de discuter avec votre utilisateur, vous avez la possibilité de faire des enquêtes, vous avez plein de choses à votre main, mais en fait, on ne l'utilise pas parce qu'on a eu le process avant qui nous a augmenté tout le projet et tout le budget, donc on va aller le consommer jusqu'au bout. Alors que là, on va se focaliser sur une hypothèse à la fois. Et surtout, comme on ne se focalise sur qu'une seule hypothèse à la fois, si ça ne marche pas, on sait que c'est cette hypothèse précisément qui ne marche pas. Si j'en teste 4 en même temps et que ça marche, est-ce que c'est les 4 qui ont fait que ça marchait? Ou est-ce que c'est 2, 1, 3? Et donc en ligne, on est très très attentif justement sur cette notion-là pour vraiment comprendre quel est le raisonnement et quel est l'enchevêtrement d'événements qui se produit exactement, qui conditionnent non le succès du produit que je suis en train de réaliser. Et donc seules les meilleures idées arrivent jusqu'au bout parce que ce sont les seules qui auront prouvé par de la donnée que chaque hypothèse a été confirmée au fur et à mesure. Mais vérifier une hypothèse aussi, attention, c'est comme aller voir des utilisateurs. Si on pose des questions pour confirmer ce que nous, on pense être la bonne chose, vous allez être biaisé
Et donc forcément, vous allez poser des questions qui vont juste approuver votre ego, mais qui ne vont pas correspondre à ce que vous recherchez vraiment. Donc tout ça pour vous dire que l'intégralité des choses que vous allez poser, ce n'est pas uniquement le fruit du métier. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans la chaîne, vous devez vous poser ces questions. Et vous devez vous challenger systématiquement. Poser des questions, comprendre pourquoi on fait ça, comment est-ce qu'on verra que ça se produit et pour quelles raisons. Je vous remercie.